Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue à Droit de Réponse, votre magazine qui questionne toutes les semaines le traitement de l'actualité par la presse pour une meilleure compréhension de l'information. Ce que Biya et Hollande se sont dit, ces titrailles, on l'a lu cette semaine dans quelques journaux. Est-ce curieux, la presse a-t-elle pénétré le secret d'un tête-à-tête qui lui-même s'est tenu à huis clos? Ne s'est-elle pas tout simplement enfermée sur les déclarations du président Biya, interrogé par des journalistes au sortir de l'échange avec son homologue français François Hollande? Et si Paul Biya n'avait pas tout dit, sur quoi aurait-il masqué la vérité? Les journaux croient savoir qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités dans cette déclaration au sortir de ce tête-à-tête. Au fond, le président Biya a-t-il répondu sans équivoque aux questions sur la dépénalisation de l'homosexualité, l'affaire Michel Thierry à Tangana, l'alternance au pouvoir et les droits de l'homme au Cameroun? Connu pour sa légendaire réserve, le chef de l'État a-t-il décidé enfin de commenter les commentaires? Est-ce une communication gratuite de son accueil à l'aéroport d'Orléans en France, à l'appel des investisseurs, à l'appel qui lance aux investisseurs français? Le trajet est parsemé de beaucoup de polémiques dans la presse, entre le souci d'éditorialiser l'engagement des journaux de rendre l'information où se trouve la vérité. Est-ce dans la lettre de Marafa Midouyaya que publie la Nouvelle Expression ou dans celle qui est parue dans les autres journaux cette semaine? Le véritable message de Marafa aux Français, c'est la titrade du journal La Nouvelle Expression qui dit avoir mis la main sur le document originel publié dans le quotidien français Le Monde. Seulement, que valent ces omissions, notamment celle dans laquelle l'ex-secrétaire général à la présidence de la République indique clairement qu'il mettra toute son énergie à servir l'avènement d'une société de confiance. En plus, est-il gratuit de s'interroger sur l'opportunité d'une telle correspondance dans un journal français cette semaine, une semaine marquée par la visite du président camerounais en France? Décryptage tout à l'heure avec nos invités, professeur Aboya et Ndong Manassé. Bonjour. Bonjour, Félélan. Merci d'avoir accepté ce plateau. Je dois mentionner que vous êtes universitaire, enseignant des universités au Cameroun et d'ailleurs, vous êtes politologue. Samuel Wonko, bonjour. Bonjour, Félélan et chers téléspectateurs, bonjour. Voilà, ça transparaît clairement. Vous êtes un militant du RDPC, vous êtes membre du comité central de ce parti. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on colle à votre nom très souvent honorable? Bon, je ne sais pas, hein, peut-être je ne suis pas honorable, mais je ne sais pas pourquoi les gens se perpétuent à m'appeler honorable. Bon, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas encore élu au Parlement en toutes les façons. Ah, dans tous les cas, peut-être les bénédictions, comme on dit souvent, elles viennent des êtres humains. Oh, peut-être parce que les gens me voient dans le jeu politique depuis, ils appellent honorable. Vous êtes un militant engagé. De la première heure. Louis Bengan, bonjour. Bonjour, Fénélon. Vous êtes journaliste au quotidien Actu, mais vous travaillez également dans les environs du monde diplomatique. Merci d'avoir accepté ce plateau. Merci. Nous aurons également Patrick Sapa, qui est un acteur politique camerounais engagé dans la résistance. Il sera avec nous. Maintenant, madame, monsieur, comment est-ce que les journaux ont traité de l'actualité qui fait débat sur le plateau de Droit de Réponse cette semaine? Quelqu'un a lu les journaux pour nous, il va rendre sa lecture. C'est Pierre Laverdure. Bonjour. Bonjour, Joseph Fénélon Maoxen. Assurance et contre-vérité, voilà en deux mots résumés le rendu de la visite du président Biya en France. Bien malheureux pour la Nouvelle Expression dans son édition du lundi qui informait sur les contours d'une rencontre inespérée entre François Hollande et Paul Biya. Le journal allant jusqu'à faire lire que des sources proches du palais d'Etoudi ne voyaient pas pour bientôt la rencontre au sommet entre les deux hommes d'État et le messager, lui, au même moment, avait choisi d'informer sur la coopération Cameroun-France de Mitterrand à Hollande entre amour et désamour et s'interrogeait alors si le chef de l'État peut-il provoquer le dégel. Plombé, note-t-il, par l'affaire Michel Thierry à Tangana, une gouvernance décriée, l'état déplorable des droits de l'homme, mais aussi par la trop grande longévité au pouvoir du président camerounais. Cette visite camerounaise marque-t-elle le début de la normalisation diplomatique entre la France et le Cameroun? Rien n'est moins sûr, pense le messager, alors que la nouvelle informe sur les affaires des honoraires des avocats du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et le pouvoir René Sadi est persécuté. Il ne manque pas de s'arrêter sur la visite de Paul Biya en France pour informer à travers ses
colonnes que le code, le mouvement activiste est attendu de pied ferme par les militants du RDPC et certains partis alliés de la diaspora qui entendent réserver un accueil chaleureux au président Biya. Alors que les vérités et contre-vérités s'affrontent et s'opposent autour de la visite de Paul Biya en France, l'actu note que Paul Biya limoge le commandant de la garde présidentielle. Des enjeux d'une telle visite, la Nouvelle Expression croit en savoir et faisant lire le professeur Toundaye Bodé Joseph qui pense qu'entre le Cameroun et la France, il y a une tendance lourde pour la réelle politique. Au fil de la semaine et des jours qui se suivent et ne se ressemblent pas, les choses se précisent et Paul Biya est en France. Mais sans ses ministres Barga, Atangana et Ambassala, écartés de la suite officielle du chef de l'État, informe mutation. Paul Biya, donc le pays est tourné depuis quelques années vers la Chine, veut aussi se ménager le soutien de Paris. Leslie Repère qui parle du difficile pari de Paul Biya. Paul Biya est en France et déjà c'est la controverse autour de l'accueil qui lui a été réservé à son arrivée à Orly, accueilli par Bruno Guin et son homologue camerounais, le jeune Bella. Mutation de faire lire qu'alors que l'opinion nationale se scandalise de ce dispositif protocolaire, l'ambassade de France à Yaoundé dédramatise. Et c'est plutôt le jeu d'intérêt qui intéresse la Nouvelle Expression et le réchauffement des relations entre Etoudi et l'Élysée et les différents points sur lesquels l'hôte de l'Élysée discutera avec François Hollande. Hôte indésirable, Paul Biya les semble voir, auront plus qui choisit de mettre à travers sa grande une Paul Biya, l'hôte indésirable de François Hollande. Vérité sur la visite tant attendue, c'est la Nouvelle Expression du jeudi. Contre-vérité à Ouest Littoral, le journal fait lire que, ne parlant pas comme d'habitude aux journalistes blancs, Paul Biya a asséné des contre-vérités à Paris avec un tel aplomb que ces derniers, qui connaissent bien la situation de notre pays, ont cru rêver et auront plus de dire et de faire lire que Paul Biya brade son pays, le Cameroun, pour sauver son mandat. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu manquer le rendez-vous du fond de sa cellule, c'est bien Marafa Hamidou Yahya, dont la publication épistolaire dans les pages du journal français Le Monde intéresse la Nouvelle Expression. Aux Français, Marafa Hamidou Yahya parle du Cameroun, non sans moins faire une peinture à ses critiques du système dont il pense que les réformes ne peuvent plus attendre. Il se dit, je cite, « Il y aura bien trop un après Biya. Il faut espérer que les frustrations et les ressentiments ne profitent pas de ce vide pour s'exprimer de manière explosive, mais on peut légitimement le craindre. » Fin de citation. La Nouvelle Expression qui a donc pu mettre la main sur le document originel publié dans le quotidien français et a donné donc à lire cette semaine. Bon dimanche, bon débat et à dimanche. Merci Pierre Laverdier-Romban. Madame, Monsieur, vous comprenez donc deux escales nous intéressent cette semaine. D'abord, cette visite du président Biya en France qui a fait les choux plats de la presse cette semaine. Mais on note que le traitement va se distinguer selon qu'on a affaire à la presse publique ou encore à la presse dite indépendante qui allait chercher la petite bête. Il y avait un hic dans la visite du président Biya en France, que ce soit dès son accueil à l'aéroport d'Orly ou encore avec son appel aux investisseurs français. Nous commençons donc tout de suite le décryptage du traitement de l'actualité par la presse avec cette première escale autour de la visite du président Biya en France, Noé Bengan. Est-ce qu'on pourrait dire que tout a été négatif? Qu'est-ce qui peut fonder le pessimisme de la presse indépendante autour de la visite du président Biya en France? Je pense qu'il y a plusieurs choses, plusieurs faits qui, pris ensemble, peuvent donner à penser que cette visite est négative. Quand nous disons négative, je veux dire qu'il n'entre pas véritablement dans ce qui a été dans le communiqué officiel. Donc, la première chose à dire, la presse, je pense depuis 2 semaines, avait relevé que Paul Biya courtisait François Hollande. C'est ça le titre que nous avons. D'abord, c'était avant même le sommet de la francophonie à Kinshasa. Donc, on s'est rappelé de ce qui s'est passé sous François Hollande. Pour voir les relations, nous dirons, qui n'étaient plus, que les relations devenues froides entre les deux. Ce qui s'était passé sous Sarkozy. Sous Sarkozy, qui relayait, c'est-à-dire quoi, entre l'Élysée et Etoudi, pour utiliser les termes, il y avait une froideur dans les relations. C'était pas une froideur dessinée par la presse. Non, c'était un constat de la presse qu'il y a froideur, bien entendu. La deuxième chose qui allait dans ce même sens-là, c'est que
le calendrier, je veux dire, tout porte à croire 50 ans après que, j'allais dire, que c'est Paris qui continue à entretenir son précaré. Donc voilà ce qui nous amène à penser que, au-delà de ce qui est rendu public officiellement, il y a des problèmes de succession. Et ces problèmes de succession-là sont liés en dessous au problème des droits de l'homme, un certain nombre de choses. Donc, quand on met en évidence Thierry Atangana, droits de l'homme, homosexualité, bien entendu, il faudrait qu'au sortir de l'Élysée, on dise quelque chose. Mais le véritable problème ici était la succession de Paul Biya. Notamment, c'est au sortir du sommet de la francophonie, et le président a annoncé qu'on devait procéder cette année aux élections sénatoriales ou sénatoriales. Bon, voilà, entrepris, grosso modo. Je reste avec vous parce que je reste sur la lecture du traitement de cette actualité par la presse. Est-ce que les journaux n'ont pas lu dans la boule de cristal, lorsqu'on peut lire dans la titrale ce que Biya et Hollande se sont dit, alors qu'on sait que ce tête-à-tête était à huis clos? Non, nous avons, je pense que les journaux ont rapporté ce qui est entre les lignes, ce qui a été dit. Et le président l'a d'ailleurs trahi un peu au sortir de l'Élysée. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'homosexualité? Il ne dit pas de manière claire que nous condamnons cet aspect, le code pénal condamne, voilà. Il donne une déclaration, les mentalités vont évoluer. Voilà. De répondre à la question que je vous ai posée, vous dites que la presse n'a pas lu dans la boule de cristal parce que le président Biya lui-même a dévoilé un tout petit peu le contenu des échanges. Tout à fait. Samuel Ouonko, comment est-ce que vous appréciez le traitement de cette actualité par la presse cette semaine? Notamment, quelle est la lecture que vous faites autour de cette polémique sur l'accueil dit au rabais du président Biya lorsqu'il arrive à l'aéroport d'Orly et qu'il soit accueilli par un ambassadeur? Je crois qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. J'ai l'impression que notre presse passe son temps à fantasmer au lieu de regarder la réalité des choses. Vous m'avez dit qu'il fait de la diplomatie. Il doit savoir qu'en matière de diplomatie, il y a 4 ordres de voyage. Il y a des voyages, il y a les visites, on appelle ça visite d'État. C'est le sommet dans les relations entre deux pays. La visite d'État, c'est le sommet. Vous avez la visite officielle, vous avez visite de travail, visite privée. Bon, visite de travail, c'est ça que le président Biya est allé faire en France. Qui ne méritait pas autant. Non, d'abord, il faut restituer je dis bien les faits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fantasmer, il faut regarder les faits. Le président Biya a été accueilli avec une haie d'honneur à l'aéroport, comme un chef d'État. Il a bénéficié d'un piquet d'honneur de la garde républicaine. Non, ça c'est le protocole officiel. Ça c'est les normes officielles de la diplomatie. Il y avait les journaux lui ont été rendus à l'aéroport comme il se le doit. Que ce soit que le président français se soit fait représenter par son ambassadeur au Cameroun, ce n'est pas le dernier venu, c'est pas le coursier du coin. Que cela ait été fait par un ministre ou un ambassadeur, c'est l'ensemble des collaborateurs du chef d'État français. Et si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas la première fois. C'est une visite de travail. Et je voudrais préciser ici, pour ne rien cacher, que cette visite avait un aspect beaucoup plus économique. Que politique. Il faut se le dire, il faut regarder. C'est-à-dire les gens, il faut que nous journalistes soient un peu sérieux. S'il faut aussi notre presse qu'elle soit un peu sérieuse, si elle veut se faire respecter, pas écrire n'importe quoi, pas tout le temps en train de fantasmer. Là, c'est au niveau de protocole. Et quand le chef de l'État est allé à l'Élysée, il y avait tout le protocole requis en matière de diplomatie de relations inter-États. Bon, ça, c'est pour l'aspect où les gens disent, ouais, il a été reçu, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il a eu le type d'accueil qui correspond à la qualité, à la visite une visite de travail.
Professeur Aboya Indom. Non, votre question n'est pas finie. Maintenant, vous avez posé une deuxième question, je ne vais pas répondre. Il faut que je finisse. On va y revenir. Le temps de faire le tour. Non, sur le point visite. Sur le point visite, voilà ce que on est encore sur le point visite. Cette polémique, de cet accueil dit au rabais, est-ce que vous dites comme Samuel voit encore que c'est une fausse polémique? C'est un faux débat? Non, je ne saurais le dire. Je crois qu'on ne peut souhaiter à notre président qu'un accueil digne de son rang. On ne peut pas se contenter d'un minimum alors que nous pouvons avoir le maximum. Je crois que quel que soit les cas, c'est un chef d'État, c'est le président d'un pays qui n'est pas n'importe quel pays en Afrique, qui devait être reçu à juste titre par le sommet de l'État en France. Cela n'a pas été fait, nous l'avons constaté, mais on ne peut pas dire que c'est suffisant par rapport à la qualité de notre chef d'État. Par rapport au traitement fait par les médias, je crois quand même qu'il y a une présomption de rupture préconisée par François Hollande à son accession à la magistrature suprême, qui a été tout simplement relayée par la presse sans qu'il y ait des faits permettant de l'attester. Donc les journaux se sont dit, comme François Hollande prônait la rupture par rapport au discours ambiant, automatiquement il y a eu rupture à travers ces différents quoi que nous avons relevés au niveau de l'accueil ou alors au niveau des bribes esquissées par le président à sa sortie de la rencontre. Moi je crois que la presse n'avait pas d'éléments matériels pour justifier les pareils titres, n'ayant eu aucun script du contenu des échanges, ne s'étant contenté que des réponses apportées par le président Biya à la sortie de l'Élysée pour essayer d'esquisser donc les non-dits. C'est ça le fantasme. Donc, je crois que c'est ça le véritable problème. Il n'y a pas d'éléments matériels pour justifier la qualité de ces titres. Parce qu'aucun journaliste ils ont donc fantasmé. N'y a été. C'est d'autant plus. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont fantasmé? Je vous en prie. Peut-être c'est l'expression que vous utilisez pour dire qu'ils ont fantasmé. Donc, moi je crois qu'à l'avenir, il faut travailler ce genre de visite en associant la presse camerounaise comme faisant partie de la délégation pour relayer, pour être témoin de l'actualité. Donc l'une des faiblesses de la presse, ou alors l'un des défauts justement des délégations officielles au Cameroun, c'est de ne associer que la presse officielle, alors que tous les journalistes participent du service public à travers l'information qu'ils sont censés donner aux Camerounais. Donc, faute d'avoir été témoin de l'information, ils s'en remettent à esquisser des supposés faits qui auraient été... à spéculer. Voilà, à spéculer. À fantasmer. Patrick Sapak. Bien, moi, l'approche que je vais faire est différente de celle d'un élément de la presse. Vous savez très bien que je suis politique et en cette qualité, j'ai une responsabilité sociale énorme. Et donc, je tenais d'abord à rester sur la forme, puisque la forme, toutes les dissertations qui ont été déployées autour de la catégorisation de cette visite de travail du chef de l'État, je tiens à présenter ou alors à exprimer mon indignation vis-à-vis du ridicule qui a été jeté sur l'ensemble du peuple camerounais. Vous savez, M. Paul Biya a perdu le respect et la considération de François Hollande et de l'ensemble de ses pairs occidentaux depuis mars 2008. Depuis mars 2008, parce que c'est pendant cette période-là qu'il a eu la malencontreuse et perfide idée de tordre le cou à la Constitution en faisant sauter le verrou sur la limitation des mandats présidentiels et rompant ainsi Est-ce qu'on peut revenir sur la visite? Non, si on fait un débat politique où on dit n'importe quoi, moi je suis capable. Non, il faut qu'on vienne. Je viens qu'on vienne sur les faits. Non, je voudrais qu'on vienne sur les faits. Moi je suis politique. Je ne sais pas de quel parti vous êtes. Je ne sais pas de quel parti vous êtes. Bon, moi, c'est pas important. Un parti qui n'existe que dans votre poche. Bon, moi je voulais qu'on soit sérieux. On ne peut pas commencer par des injures en disant n'importe quoi alors qu'on rentre dans le sujet. Non, revenons sur le sujet. Revenons sur le sujet, c'est tout. Prenez votre mal à bas. Non, revenons sur le sujet. Moi aussi, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, mais revenons sur le sujet. Vous allez dire ce que vous allez dire. Patrick Sapak. Bien. Je répète, c'est pas une parole insultante. Je suis en train de faire la description de la chose telle que je la sens.
Je dis que M. Paul Biya a rompu un pacte social et un consensus politique qui a été gagné de haute lutte et à coup même des vies de nombreux de nos compatriotes, c'est-à-dire la loi fondamentale de 96. Est-ce qu'il y a des éléments qui montrent que Cette loi a été votée par l'Assemblée, elle a été votée par vraiment l'Assemblée. que la France n'a pas d'égard vis-à-vis de Paul Biya, en plus vis-à-vis de cette hôte qu'est le président de la République du Cameroun? Certainement pas. Il faut comprendre une chose. Le chef de l'État... Est-ce que le fait que le président Biya soit accueilli par un ambassadeur justifie ce que vous dites? Bien évidemment. Le professeur Aboya Manasseh vient de vous expliquer que le Cameroun, je disais tout à l'heure, ce n'est pas un élément négligeable. c'est un élément important d'analyse sur la pertinence de la conception ou alors de la perception qu'on a de Paul Biya en France. Vous savez que François Hollande, il ne peut pas se permettre de rester à l'Élysée pendant que, par exemple, Barack Obama arrive à l'aéroport, même s'il s'agit d'une visite de travail. Vous comprenez? Alors, donc... Vous savez combien de chefs d'État... Je vous en prie. Non, parce qu'il faut... Je on fait de la diversion. Combien de chefs d'État le président français allait recevoir à l'aéroport? Vous pouvez me les donner? On n'en compte pas. Il n'y en a pas beaucoup. Pour des villes de travail, il n'y en a pas. Ça se passe à l'Élysée. Vous terminez rapidement. C'est des procédures diplomatiques qui sont instituées dans un État comme la France. Il faut respecter leurs procédures. C'est très bien. J'ai dit au départ que je restais encore sur la forme. Oui, avant de rentrer dans le fond de la structure de cette visite de travail. Donc, le chef de l'État est parti de Yaoundé avec son ambassadeur, l'ambassadeur de France, Bruno Gant, une fois à Paris. François Hollande n'a pas cru devoir déployer à l'aéroport un fonctionnaire de l'Élysée, un fonctionnaire même du Quai d'Orsay et peut-être même un fonctionnaire de la coopération. Et il a dit à Bruno Gant, allez récupérer, allez prendre votre type avec qui vous êtes venu en France. Et il a ramené le ici. Mais ce que je voudrais bien préciser, quand Paul Biya arrive sur le perron de l'Élysée, tant à l'entrée qu'à la sortie, François Hollande assiste à des salutations sans accolade. Et puis à la suite, à l'entrée comme à la sortie, je termine, à l'entrée comme à la sortie, on assiste également à une disparition, à une vitesse exponentielle de François Hollande, comme si il ne voulait pas que la moindre image soit immortalisée sur lui et Paul Biya. Mais il a reçu quand même dans un tête-à-tête. Dans un le tête-à-tête, on disait tout à l'heure... S'il y avait une désaffection, comme vous êtes en train de le décrire, même ce tête-à-tête n'aurait pas eu lieu. Nous sommes dans le cadre diplomatique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une réserve sur un certain nombre de gestes. Dans tous les cas, en diplomatie, les symboles comptent énormément. Je suis un peu d'accord avec l'analyse du professeur Aboya Manasseh. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la presse n'est pas allée au fond du sujet pour montrer véritablement la rupture. Mais ça viendra. C'est-à-dire quoi? Nous nous limitons pour le moment à ce qui, d'abord au discours officiel qui est prononcé, l'expliquer aux téléspectateurs, à nos lecteurs, ce que ça veut dire. De l'autre côté, les dessous de ce qui est rendu officiel. Maintenant, le moment viendra où on va entrer, justement parce que Hollande aussi, on va le juger par rapport à cela, parce que Mitterrand a fait un discours, je dirais, tiers-mondiste à souhait, et quelques temps après, il n'a pas pris les gants pour enlever Jean-Pierre Cotte. Donc, nous sommes en train de regarder tout le monde au même moment. Mais pour le moment, nous nous limitons aux faits qui sont là, mais sans occulter que nous sommes quand même dans le précaré français. Et dans le précaré français, justement, pour terminer par là, François Hollande, tout comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, il y a une rupture d'abord de la coopération française, mais également avec l'homme, Paul Biya. C'est-à-dire que lorsque vous regardez Paul Biya répondre, quand il répond, par exemple, il dit « c'est le peuple qui m'a élu », c'est le peuple, effectivement, mais qu'est-ce que la presse a répondu? Elle a dit « le même peuple qui a élu Paul Biya, pourquoi Paul Biya n'a pas trouvé nécessaire de remettre la modification de la Constitution à l'appréciation du peuple par un référendum, par exemple ?» Voilà ce que nous disons, le non-peuple. Donc, c'est ça qui nous amène à dire qu'il y a, en plus de ces visites de travail, le MEDEF et ainsi de suite, mais il y a le problème de succession au Cameroun. On ne peut pas se cacher de le dire, il y en a. Et de la même manière, parce qu'il y a un sujet aujourd'hui en France qui fait l'actualité. On dit le mariage pour tous ces deux, mais nous disons clairement que c'est le mariage homosexuel.
que dit Paul Biya? Il ne donne pas de manière tranchée. Oui, on va revenir pour voir la manière selon en réalité, la presse a relevé beaucoup de contre-vérités, ce qu'elle a appelé des contre-vérités, honorable Ouango. Ouais, votre question c'est quoi? Nous sommes sur la lecture de la presse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la presse, parce que vous dites, vous avez qualifié la presse tout à l'heure d'être... Elle fait des fantasmes. Oui, de fantasmer beaucoup. Est-ce que vous pensez que... C'est-à-dire au lieu de prendre les compatibilité entre le devoir d'informer et puis la réserve que le citoyen camerounais devra avoir lorsque son chef de l'État ou son président se trouve à l'extérieur? Non, la presse est libre de tout dire. De tout dire. Mais il faut qu'elle se fonde sur les faits. Vous êtes journaliste, vous savez ce qu'on dit des faits. Les faits sont têtus et sont sacrés. Tout à fait. Ils sont sacrés, il ne faut pas les déformer. Les commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. Mais il ne faut pas faire des commentaires sur l'imagination. C'est ça qu'on a fait fantasmer. Vous n'avez aucun fait, vous faites des commentaires là-dessus. Je prends le cas de mon voisin qui parle, mais je ne sais pas s'il est ceux qui soutient l'homosexualité, mais le président a dit clairement devant le micro que nous n'en avons pas parlé. Voilà ce qu'il a dit à la presse. Nous n'en avons pas parlé, mais je vous précise que l'homosexualité est réprimandée au Cameroun avant que je sois chef d'État. Il a cité l'article du code pénal. En disant que c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Vous avez... Non, il a dit les mandataires évoluent dans un sens et dans un autre. Vous pensez qu'il a répondu clairement? Non, il a été clair. Pour le moment, la loi sanctionne, réprimande l'homosexualité au Cameroun. Et moi, mon point de vue, je suis contre l'homosexualité. Moi, ça c'est mon point de vue personnel parce que je suis chrétien. Je crois que c'est une ignominie, c'est une énormité humaine, c'est une grossité humaine. Je le dis clairement. S'il y a des partisans de l'homosexualité, moi je dis que je suis contre, je suis chrétien, je me fonde sur la Bible, qui est sacrée, l'être humain est une création divine, création de Dieu, et je ne peux pas accepter l'homosexualité. Je suis radicalement opposé. Donc, voilà mon point de vue personnel. Tout à fait. Et bon, pour revenir maintenant, est-ce que le président Biya a-t-il enfin choisi, accepté de commenter les commentaires parce qu'il a dit il a répondu parce que le problème c'est que moi j'ai suivi son intervention là en direct devant le président de l'Élysée. Il répondait à des questions qu'on lui posait. La première question, c'était sa longévité au pouvoir. Il a dit, mais monsieur, c'est vous fatigué. Est-ce que c'est le peuple camerounais qui m'a élu? Ça veut dire, parce que nous sommes là en train de dire que c'est la France qui doit régler le problème de la situation au Cameroun. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans le système du néocolonialisme où on pense que c'est la France qui doit venir résoudre nos problèmes. La constitution dont on parle, attendez s'il vous plaît, la constitution dont on parle, qui est de 1996, ce n'est pas la France qui nous l'a imposée. Elle a été votée à l'Assemblée. Et si elle a été modifiée, elle a été aussi modifiée à l'Assemblée. Vous qui êtes de droit, on appelle ça parallélisme de forme. Le président a respecté le parallélisme de forme. Le parallélisme de forme faut que la manière dont la constitution a été adoptée, ce n'est pas la même manière qu'elle a été modifiée. Moi, je suis de ceux qui ont demandé sa modification. Et j'en suis fier. De 72 a été celle on parle de la constitution de 96. Puisqu'il modifie, il a modifié. Celle de 96 a été adoptée par l'Assemblée, elle a été aussi modifiée par l'Assemblée. Il y a eu celle de 72 sans procéder de la même manière par référendum. Quand on l'a adoptée, vous n'avez pas crié quand on l'a adoptée par l'Assemblée. Maintenant, pour la modifier, vous criez. Alors, voilà. Est-ce que vous pensez que le président Biya a répondu aux différentes questions sans équivocité? Est-ce que les réponses qu'il a données transparaissent clairement, c'est-à-dire trahissent clairement la position qu'il a par rapport à ces questions, par exemple sur la dépénalisation de l'homosexualité. C'est vrai, il a dit qu'avec son homologue, ils n'en ont pas fait mention, mais il a quand même répondu. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse qui ne souffre d'aucune équivocité? Quand nous rentrons dans le langage diplomatique, on dit, quand un diplomate dit oui, ça veut dire peut-être. Quand il dit peut-être, ça veut dire non. Et quand il dit non, ce n'est pas un bon diplomate. Voilà les usages sur le plan diplomatique. À partir de ce canevas, vous pouvez voir le sens des réponses qu'a donné le président Biya
par rapport aux questions posées. Donc quand il dit peut-être, ça veut dire clairement non. Donc il n'y a même rien, il n'y a même pas de débat, à faire dessus. Et c'est ça les usages sur le plan diplomatique. Vous ne verrez jamais un diplomate vous dire non par rapport à une question posée. Mais c'est à vous les observateurs, c'est à vous les analystes de décrypter par rapport au canevas que je viens d'indiquer, selon lequel oui veut dire peut-être, et peut-être veut dire non, et jamais non, parce que si un diplomate dit non, ça veut dire qu'il n'est pas diplomate. Donc moi je crois que les réponses ont été clairement indiquées. Il ne fallait pas s'attendre à tout prix qu'ils disent. Bon, peut-être clairement sur le plan diplomatique, mais sur le plan de l'opinion. Est-ce que si on reprend aux questions avec beaucoup d'équivoques, comment est-ce que vous pouvez admettre que c'est clairement indiqué lorsqu'on dit oui, avant moi, le code pénal camerounais reprimait reprimait ce délit. Maintenant, les choses peuvent évoluer selon les esprits peuvent évoluer d'un sens comme de l'autre. Est-ce que c'est pour faire de bonnes grâces, pour faire bonne presse devant la mère patrie? Mais absolument pas. Moi, je crois qu'il faut trouver le contexte et puis le prétexte de ces déclarations. En réalité, quand il convoque le passé, l'article 347, c'est pour dire qu'il a trouvé cet article qui était en vigueur et qu'il n'a pas changé le code pénal et que ce sont les mêmes dispositions qui sont en vigueur. Et il indique... Cela veut dire aussi que ce qui se passe ne dépend pas de lui. Ce sont les lois qui gouvernent. Donc, il se réserve. Ce sont les lois qui gouvernent la République. Et quand il dit que les mentalités peuvent évoluer, ça veut dire peut-être qu'on aboutira à cette perspective. Tout à fait. Or, on revient dans le cadrage de peut-être. Peut-être en diplomatie veut dire non. Et il a donné vous aurez la parole. Il ne faut pas on écoute le professeur Aboya. Je vous en prie, allons-y. Je suis désolé. Je l'indique toujours, le président de la République veut toujours amener les uns et les autres à chercher l'idée derrière le concept. Donc c'est à chacun de se faire sa religion, mais il n'est pas là pour se prononcer de manière tranchée par rapport à certaines préoccupations. Et nous sommes restés dans le langage strictement diplomatique, à l'issue duquel le code veut dire qu'il a dit non. Moi, je crois que c'est ça la vérité. C'est d'autant plus que, et nous l'avions évoqué, vous et moi, il y a quelques jours, c'est d'autant plus que il n'a jamais promulgué le protocole de Maputo qui a été ratifié à l'Assemblée nationale. Mais il a laissé que ce protocole soit ratifié. Oui, mais est-ce que la ratification signifie que le protocole est entré en vigueur? Mais vous pensez qu'entre la ratification et la promulgation, quel est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Vous avez la parole. Le plus difficile, c'est la promulgation. Parce que sans promulgation, le protocole ne peut pas entrer. Tout à fait. Voilà. Donc moi je pense que il sait pertinemment que c'est une question sensible. Il sait plus que jamais et qu'il y a des adeptes de ces choix sexuels. Mais on sait quand même que la loi est l'expression de la volonté générale. Or, quand on fait un sondage, on voit quand même que malgré tout, la majorité des Camerounais sont contre cette pratique. Et on peut comprendre pourquoi il peut être hésitant par rapport à un choix qui peut être refuté par la majorité des Camerounais. Il est obligé d'adopter le langage diplomatique que les uns et les autres ne veulent pas accepter. Mais dans tous les cas, il a dit clairement pour refermer cette brèche, cette manchette, il a dit clairement qu'il a appris que des personnes qui étaient détenues par les tribunaux pour cette pratique ont été libérées. Mais ça vient en rajouter... Comme dit qu'il saluait ce geste. Ça vient en rajouter à la complexité. Les Camerounais n'attendent pas ça. Les Camerounais attendent de voir si le président est d'accord pour qu'on dépénalise l'homosexualité. Mais il n'a pas donné cette réponse de manière claire. Il a indiqué en langage diplomatique. Je voudrais ajouter que les pratiques pourraient certainement évoluer. Patrick Sapa. Je pense que le chef de l'État n'a pas été élu pour venir se calfeutrer dans des langages diplomatiquement corrects. Il a été élu pour venir prendre des décisions. Et la prise de décision là implique qu'il ne reste pas ambigu quand il veut traiter d'une question qui rentre dans le cadre du fonctionnement de la République. Alors, quelle est la position de M. Paul Biya par rapport à l'homosexualité? Voilà toute la question. C'est dans ce cadre qu'il faut loger cette question. Il n'a rien dit. Il a dit ça peut aller dans un sens comme dans l'autre.
c'est ambigu. Et je suis d'accord avec le professeur pour dire que Paul Biya, il a toujours été spécialisé justement dans l'utilisation des langages diplomatiquement corrects parce qu'il est élu pour venir prendre des décisions. Il n'est pas élu pour venir tenir un langage ambigu devant le peuple. Il faut prendre des décisions. Donc, et je pense que si le coq, qui évolue essentiellement sur la base de l'instinct, peut reconnaître la poule comme sa femelle, et que l'homme qui lui est guidé par la raison ne peut pas reconnaître la femme comme étant sa femelle, eh bien, il y a un problème. Donc, on élit un chef d'État pour venir prendre des décisions. Et puis, la position de Paul Biya ne doit pas être sécrétée par la France. Si la France va valider l'homosexualité là-bas, ce n'est pas le cas au Cameroun. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on mette à la tête du Cameroun quelqu'un qui est apte au commandement. Non, j'ajouterais deux petites choses. La première, c'est pour dire que c'est quand la presse parle de non-dit. Justement, Paul Biya termine sa phrase en disant « il ne faut pas désespérer ». Quand on parle « il ne faut pas désespérer », ça veut dire quoi? Peut-être le professeur va nous dire tout à l'heure, mais la presse a pensé que, justement, Paul Biya laisse pourrir les situations. Rappelez-vous, sa première interview à la télévision nationale remonte en février 1997. Il dit « il n'a pas de preuve que les gens volent. Il n'y a pas de preuve qu'il y a des tournements. » Il a fallu plus de 20 ans pour qu'on revienne, pour qu'ils se rendent compte que... Mais justement, et à qui sont adressés, par exemple, les rapports de centrale de risque de la BEAC, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà quelqu'un qui, justement, nous démontre à suffisance, lorsque la presse relaye, depuis Sarkozy jusqu'aujourd'hui, qu'il y a ces ruptures-là, qui relaye de manière claire que voilà quelqu'un qui a été placé par la France et il ne veut pas enlever ce costume-là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se montrer comme président d'un pays souverain, qu'il prenne ses décisions de manière souveraine. Il faut toujours consulter. Et justement, rappelez-vous, avant cette visite, combien de fois Bruno Guin a fait des tours à Itoudi? Plusieurs fois, et chaque fois la presse relayait, ils sont allés jusqu'au niveau du pont de Voury. Le ministre des Travaux publics dit l'offre est infructueuse. Qui parle après, qui prend le relais? Ce n'est pas Tiroma, c'est l'ambassadeur de France qui vient expliquer quel est l'enjeu, que veut la France dans ces chantiers du deuxième pont sur le Voury. Voilà, donc c'est Paul Biya lui-même qui ne comprend pas que son peuple l'aime et que son peuple voudrait qu'il s'engage, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il oublie les us et coutumes du précaré français, d'être considéré comme l'homme de la France. Voilà ce que son peuple veut de lui. Et donc qu'il soit plus clair maintenant. D'abord, est-ce que c'est aujourd'hui? Il a parlé de Michel Thierry à Tangana aussi. Pourquoi ça revient et il se met à répondre alors pour quelqu'un qui est condamné depuis 16 ans? Ça veut dire donc que quand ses maîtres lui disent mais attendez monsieur, ça va là, ça va déjà, il s'exprime. Il oublie qu'il a dit qu'il ne commentait pas les commentaires. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas ça. Samuel Wong. Non, ce n'est pas ça. Resituons les faits. Les journalistes posaient les questions au chef de l'État. Pour finir d'abord cette affaire d'homosexualité. Les journalistes posaient des questions au chef de l'État. Et on en a posé. On en a posé sur le Michel Atangana. On en a posé au Cameroun, hein? Non, c'était... À la cérémonie, il a posé la première pierre. Il a dit qu'il ne commentait pas. C'était un commentaire dans la presse. Un commentaire dans la presse. Et l'autre lui a demandé qu'est-ce que vous pensez c'est un journaliste qui lui a demandé ce que vous pensez des commentaires, des écrits. La presse a dit qu'il ne commente pas les commentaires. Là, il sort d'une visite, d'une rencontre avec un chef d'État français. Au perron de l'Élysée, c'est un rituel. On vous pose des questions. Et vous devez répondre à ces questions. Et absolument. Il s'est soumis à ce rituel-là. Et en répondant clairement, mon cher ami, mon cher voisin, à ce propos, pour parler de l'homosexualité, je vous prends un fait. C'est la deuxième fois que j'évoque ce fait, mais pas ici. C'est un autre plateau de télévision. Il y a à peu près un an ou un an et demi, où Mme Maître Mkoum, Alice, a reçu un don de 200 millions de francs CFA pour son association pour les homosexualités. Ce don, défense des droits humains. Vous permettez, non, c'était pour défendre les homosexuels. Les droits humains. Non, défendre la presse a relayé cette information. Vous permettez
Quand je vous parlais Non, je vous laisse. Bon, Je vous en prie, nous n'avons pas beaucoup de les tabous homosexuels que nous en qu'on condamne. incluons dans les querelles. Alors, ce fonds qui était envoyé par l'Union européenne sur instruction du chef de l'État ont été retournés à l'Union européenne Tout à fait. illico, en disant je ne peux pas accepter que dans mon pays on encourage l'homosexualité qui est contre nos valeurs morales, contre les valeurs morales de notre société. Voilà, je crois que c'est une attitude très claire. Et si le président voulait Personne n'a jamais dans dit que le soit président avait donné des peu, instructions. monsieur, si vous permettez. Non, vous aussi, nous sommes à un débat. Non, Le ministre des Relations extérieures a pris sa décision. Quand vous parlez, je me permets de ne pas vous interrompre. Non, vous le faites depuis le début. Non, je ne l'ai pas encore interrompu. Je vous en prie. Bon, si chacun doit parler, quand l'autre parle, moi je vais parler. Non, allons-y. Bon, alors, laissez-moi en parler. Une seule personne. Bon, alors, je dis donc que sur cette affaire d'homosexualité, voilà la vérité. Et en plus, le président n'est pas parti. C'est-à-dire, vraiment, ce sont avoir la mentalité néocoloniale. Oui, le président, c'est pas la France qui a mis le plan Biya au pouvoir. Hein. Il a dit qu'il était le meilleur élève de Mitterrand. Non, en parlant des droits de l'homme. Et là, il a été au moins clair. Non, en parlant des droits de l'homme, parce qu'après le discours de la Bonne, où le président Mitterrand demandait au chef d'État africain d'instituer la démocratie au Cameroun, il a dit qu'il est en avance par rapport à ça. C'est sur la démocratie. Il est le meilleur élève. Oui, sur le plan de la démocratie. Voilà ce qu'il a dit. Bon, donc, cessons de fantasmer, regardons les faits et commentons les faits. Et non pas les commentaires. Et pas les commentaires des commentaires. Vraiment, on n'est pas là pour venir phosphorer, imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Le chef d'État a fait une visite de travail en France. Il a été reçu par Hollande. À la sortie de cette visite, il a répondu à toutes les questions, notamment celles concernant Thierry Atangana. Justement, sur la question Michel Thierry Atangana, est-ce que là aussi, les réponses ont été clairement données, professeur Aboya Indom Manassi? Est-ce qu'on peut s'attendre que le président de la République lâche du lest dès son retour au Cameroun, parce qu'il a dit il ne connaît Michel Thierry Atangana que dans les dossiers, il ne le connaît pas personnellement, on ne peut pas le considérer comme un ennemi politique. Son dossier est en instance, il a saisi la Cour suprême, il faut que la justice se prononce et on verra par la suite. Non, on attend la décision de la Cour suprême. Oui. Voilà. Et on pourra voir ce qui peut. Il a dit on attend la décision de la Cour suprême. Et ensuite on pourra Vous avez voir. dit qu'une seule personne devait parler. Mais je précise sa déclaration. Parce que cette déclaration qu'on va commenter. Il a dit on attend la décision. Vous interférez beaucoup dans le temps de parole des autres. Ça, c'est une remarque. Non, je pense que il faut que les gens comprennent que le Cameroun n'est pas un territoire d'outre-mer français. Donc, que le président le comprenne, lui en premier. Oui, les gens, même les journalistes, même les hommes politiques, tout le monde tombe dans cette erreur-là. Je peux comprendre aussi que le président peut-être confond les choses, mais les journalistes, les hommes politiques, ils ont toujours tendance à demander à François Hollande de faire ceci au Cameroun. Il faut quand même cesser de rêver de revenir sur terre. Il n'y a qu'un seul président au Cameroun, et le Cameroun est à ce que je sache, c'est un État indépendant depuis 1960. Je pense que dans cette affaire, l'articulation a été catastrophique dans le relais de la libération de Michel Thierry Atangana par les leaders d'opposition. Moi, je sais le radicalisme que les autorités savent endosser quand un problème qui est judiciaire devient relayé par les hommes politiques. Les gens en font un problème politique et il va de soi que la réponse du président de la République n'allait pas me surprendre. Ne pouvait même pas me surprendre puisqu'il sait toujours distinguer les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, en disant que c'est une affaire qui ne le concerne pas, ça concerne le judiciaire. Et il est rentré dedans et a botté la question en touche. Moi, il nomme quand même les magistrats et les sanctionne. Il nomme les magistrats et les sanctionne, mais n'a jamais été ouvertement impliqué dans une interférence sur les questions judiciaires. Et ses réponses ont toujours été constantes quand on l'interprète par rapport à une affaire qui est en justice. Il a dit, M. le Kamarafa, il ne pouvait pas dire le contraire pour l'affaire Michel Thierry Atangana. Il a renvoyé les uns et les autres au respect de la décision rendue par les tribunaux. Et au cas où il pourrait exercer son droit de grâce, ça ne pouvait être qu'à l'issue de l'épuisement de la procédure au niveau de la Cour suprême. Moi, je crois qu'il est resté
égal à lui-même en se réfugiant derrière la séparation de pouvoir qui ne lui donne pas les possibilités d'interférer dans la procédure judiciaire, fut-il un procès présumé politique. Or, dans les faits, il a convoqué justement les détournements de fonds publics et a renvoyé les uns et les autres au respect d'une décision découlant justement d'un détournement de fonds publics. Moi, je pense qu'il n'y a eu aucune ambiguïté puisqu'il a convoqué la décision de, la séparation de pouvoir pour dire qu'il n'a pas la qualité pour interférer sur une décision judiciaire. Et pour terminer, je veux dire une fois de plus que les journalistes font souvent le relais des causes inutiles en se permettant justement de convoquer la France pour venir régler les problèmes internes au Cameroun. C'est une erreur monumentale. C'est inadmissible et ça ne peut pas se passer ainsi. Surtout quand on connaît justement la témérité des autorités camerounaises quand il faut faire face à des pressions internationales par rapport à ce type de préoccupations. Je ne sais pas dans quel journal vous avez lu les journalistes ont appelé la France à résoudre les problèmes au Cameroun ou à s'interférer. Non, justement la presse, c'est ça le contexte, c'est ce que vous devez dire. La presse condamne l'ingérence. La presse a relevé que ce n'était pas tout à fait normal que Bruno Guène vienne nous expliquer comment fonctionne le CDD et nous expliquer ce qui est derrière le deuxième pont de Vori. Et ça montre justement que c'est la France qui décide, y compris là. Nous ne sommes même pas là au niveau du droit. Nous, la presse a, dénoncé ces ingérences-là. Tout comme la presse dénonce un certain nombre de choses, surtout politiques. Et là, donc, la presse relaye également. Quand il y a une situation, les droits de l'homme, on vous dit, bien mal acquis, mais pas des droits de l'homme ou pas des opposants politiques à Paul Biya, la presse relaye. Mais ce n'est pas une manière pour la presse de dire venez. Non, monsieur. Justement. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, où nous, la presse interpelle le président de la République, où mon voisin de gauche disait tout à l'heure, non, tout le monde le sait. C'est M. Wonko. Monsieur Wonko, non, parce qu'il a utilisé voisin, tout le monde le sait. Paul Biya, le premier, il a été mis là par la France. Qu'on le dise pas, qu'on soit indépendant, ça, c'est des mots. J'aime bien les tournures, je dirais, magistrales du professeur. Il peut l'enseigner dans les amphithéâtres. Sur le plan du droit, c'est ce qui est fait. Mais sauf que, il n'explique pas ce que veut dire cette indépendance-là. Et justement, cette souveraineté qu'on demande à Paul Biya d'acquérir maintenant. Parce que, figurez-vous, est-ce que la Constitution qu'il a modifiée, de 60 jusqu'à quand il prend le pouvoir, les constitutions sont adoptées comment? Par référendum. Non, notamment la première, de 60. La deuxième, la 72. Voilà. Même celle de 60 a été adoptée par référendum. Non. Tout à fait. Non. Voilà, la Constitution de 60 a été adoptée par référendum. Mais qu'est-ce qui se passe, justement? On est dans un pays qui est né sous un décret français. Et le décret numéro 57, base 501, du 16 avril 1957, du gouvernement de Guy Mollet. Et maintenant, lorsqu'on assassine Oumniobé en septembre 58, le même gouvernement français sort une ordonnance qui renforce le décret de 57, les deux portent statut du Cameroun. Il n'y a jamais eu de constituante au Cameroun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Camerounais ne se sont jamais réunis pour dire voilà quel État nous voulons, voilà le vivre ensemble que nous voulons, voilà ce que dénonce la presse, professeur. Justement, c'est ça qui traduit que même en 61, pour le problème anglophone qui va revenir bientôt en février, et là la presse le relaye réellement, et après on va dire, bon, la presse est en train de créer la sécession au Cameroun pour nous dire que hier les deux États, non. Voilà les problèmes pour lesquels le président de la République ne veut pas se prononcer, et on reviendra devant vous, vous allez nous inviter lorsqu'il y aura ou pas, comme il a promis, comment on appelle ça, le cinquantenaire de la réunification du Cameroun, alors que le Cameroun avait accepté en 61 la constitution du 1er septembre 61 qu'on était dans un État fédéral. Le président, il fait procès par des jongleries, lui dit par des usages diplomatiques, non.
pas des jongleries pour laisser pourrir les situations, et c'est ce que dénonce la presse. Vraiment, Nous restons en France. je voudrais faire un certain nombre de précisions. Recentrons les débats. On ne peut pas parler de l'histoire et en galvaudant l'histoire, en la violant, même pas, parce qu'on raconte n'importe quoi. S'il vous plaît, revenons sur le débat. Si Bruno Guin a intervenu sur le fonds, le CD2, c'est quoi? C'est le fonds des endettements, des endettements de la dette française. C'est ce désendettement-là qui est géré par la France. C'est l'abandon de la dette française sur le Cameroun qui est le CD2. Et c'est des fonds français. Et la France souhaite que, quand il s'agit de fonds français, que ce soit une entreprise française. Mais qui les utilise? Qui les utilise, Le voilà. Cameroun, c'est le Cameroun qui les Le utilise. ministre camerounais peut mieux nous expliquer de quoi il est question. L'utilité de ces fonds, l'usage de ces fonds, Je ne dis pas leur non. nature et leur dévolution. Est-ce qu'il appartient à un ambassadeur de France de venir utiliser, de venir expliquer le fonctionnement? Mais, Fénelon, quand on négocie ces deux-là, cet ambassadeur-là est partie prenante dans les négociations, il est interlocuteur du gouvernement camerounais. Et quand l'agent de coopération vient pour concrétiser, matérialiser ces accords, l'ambassadeur de France est partie prenante. Et je crois qu'il ne fait que son devoir de défendre les intérêts de son pays dans le pays où il a crédité. C'est ça sa mission diplomatique. Bon, peut-être en le disant à la presse, peut-être les formes diplomatiques, je ne sais pas, mais il a dit ce que pense son gouvernement par rapport au fonds abandonnés sur la dette que le Cameroun avait vis-à-vis de la France. Ces fonds étaient abandonnés qui doivent être réinvestis dans des domaines précis. C'est ça le règlement, les règles du CD2. On doit tomber d'accord, la France et le Cameroun, pour l'utilisation de ces fonds. Et sur les projets que la France souhaite bien financer, l'abandon de sa créance sur le Cameroun. Le ministre ambassadeur aurait mieux expliquer ça également. C'est lui à qui appartient. S'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Alors, pour terminer. Bon, pour terminer. Mais vous interférez aussi dans la parole de Non, je n'interfère plus que le Bon, donc, je voudrais donc dire que sur cette affaire, pour revenir sur la visite du président en France, que les Camerounais apprennent à savoir que le Cameroun est un État indépendant. Et que quand le chef d'État va en France, c'est pour, comme il m'a dit, partenariat gagnant-gagnant. Et la France, jusqu'à présent, reste le premier partenaire économique, le premier investisseur au Cameroun. Quel que soit ce que les uns et les autres vont dire, la France reste le premier partenaire économique du Cameroun. L'année passée, c'était le Nigeria. Non, s'il vous plaît, c'est la France. Le premier investisseur au Cameroun étranger et français. Ça n'a jamais changé. Vous racontez n'importe quoi. Non, soyons sérieux, nous parlons aux Camerounais qui nous suivent. Ne racontez pas n'importe quoi. Je voudrais dire que l'indépendance dont ils parlent, il faudrait qu'ils repartent parce qu'ils ont besoin qu'on rentre dans une approche pédagogique. Généralement ceux du Rassemblement démocratique que j'appelle des petits copains, avec tout le respect que j'ai. Non, monsieur, non, nous sommes la démocratie du peuple camerounais. Merci bien. Non, s'il vous plaît. Eh bien, vous n'avez pas de parti. l'indépendance, c'est l'auto-administration du peuple par lui-même, en considération de ses seuls intérêts. Vous comprenez ça? Et ça veut dire quoi? Matériellement, un pays se dit indépendant lorsqu'il est capable de produire des lois qui sont en phase avec ses spécificités, qui peut avoir une armée capable de préserver l'intégrité territoriale. Vous comprenez ça? À partir de ce moment-là, on parle, et qui peut avoir sa monnaie. Alors, le Cameroun est-il souverain? Voilà toute la question. Mais je vous dis, le Cameroun n'a jamais été indépendant. C'était des indépendances nominales. Et c'est pour ça qu'en 89, il y a eu sur le plan planétaire une action qui s'est déroulée. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, le mur de Berlin était le dernier symbole de la guerre froide. Alors, qui mettait un terme à la mission qu'on avait confiée à la France de surveillance des États africains qui pouvaient être séduits par le discours émancipateur de Moscou. Parce qu'on avait là une stratégie de bipolarisation du monde, avec d'un côté les communistes et de l'autre côté les occidentaux. Donc, il faut repartir sur les fondements de l'indépendance du Cameroun avant de venir rentrer dans un volet oratoire sans enjeu. Et je voudrais qu'on parte dans le fond du débat, parce qu'on a dit que c'était une visite de travail. Ça veut dire que
Paul Biya est allé chercher les investisseurs. Et je veux qu'on reste sur ça parce qu'on peut partir de là sans... Allons-y, c'était la prochaine marche. C'est pour ça que je reviens encore sur une approche pédagogique. Parce que les gens semblent mettre en place une politique de développement basée sur le mensonge, le bavardage et puis des invectives. Avant qu'un investisseur ne vienne s'établir dans un pays, il procède à une analyse de l'environnement du marché considéré. Il y a 6 piliers d'analyse. Il y a le contexte socio-politique, le contexte économique, le contexte socio-culturel, le contexte technologique, le contexte concurrentiel et puis le contexte écologique. Je reste sur les deux premiers. Même juridique. Non, le premier contexte, c'est le contexte politico-légal. C'est là où on va loger le juridique. Vous comprenez? Le contexte politico-légal a 2 axes. Il y a la stabilité politique et puis la stabilité des politiques publiques. Est-ce que le Cameroun est stable politiquement? Non. Parce que la stabilité politique, ce n'est pas que le peuple ne doit pas s'exprimer sans avoir affaire aux fourches caudines de la répression, c'est-à-dire maintenir le calme par la répression. La stabilité politique, c'est la bonne gouvernance démocratique, c'est l'ouverture au dialogue politique et au dialogue social. Vous comprenez? Maintenant, le deuxième axe. Il y a la stabilité des politiques publiques. Et je reviens sur le juridique. Est-ce que la justice est indépendante au Cameroun? Est fiable au Cameroun pour les investissements? Non. Parce que c'est le deuxième corps le plus corrompu de la République. Est-ce que le code des investissements est fiable? Non, parce que c'est un code des investissements qui n'est pas efficace parce qu'il est appliqué à plusieurs vitesses. Donc la fiabilité d'un code des investissements, c'est que on soit capable de dire oui à Y, oui à X pour une question donnée. C'est pas que je vais venir parce que je bénéficie d'un panorama d'amis dans l'establishment et que je puisse avoir. Dans l'environnement des affaires est truffé. Maintenant, l'aspect économique. C'est important parce qu'on commence par le pouvoir d'achat. Existe-t-il un pouvoir d'achat au Cameroun? Non. Parce que nous avons le salaire minimum interprofessionnel garanti le plus faible d'Afrique centrale. 28 216 francs pour le Cameroun, contre 35 000 francs pour la Centrafrique, 60 000 francs pour le Tchad, 70 000 pour le Congo, 110 000 pour la Guinée équatoriale et puis 120 000 pour le Gabon. Alors, je voudrais comprendre, Patrick Saparo, se trouve le problème avec cette appel qui est lancé aux investisseurs français. Le problème, c'est que avant d'aller vers les investisseurs, et d'ailleurs, il y a un participant au forum à l'échange des 2 organisations patronales qui est sorti et qui a dit à M. Paul Biya, il ne sert à rien de venir chercher les investisseurs, il y a un travail préalable à faire. Si vous voulez construire une économie moderne, il y a un chemin à emprunter. C'est-à-dire qu'il faut déjà mettre en place une administration forte qui est adossée sur des hommes forts. Et c'est cela l'assainissement de l'environnement des affaires, parce que c'est ça le premier levier. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'analyse. Donc les investisseurs français connaissent la situation du Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya qui va aller leur enseigner ce que c'est que le Cameroun. Et un autre détail, le dernier, celui-là est plus important, vous ne pouvez pas venir devant des gens sérieux qui fonctionnent avec des objectifs de croissance, de développement des chiffres d'affaires, de conquête des parts de marché ou bien de rentabilité, allez leur dire que dans votre pays, tout est déjà bien préparé pour qu'ils viennent se mettre en sécurité avec leurs investissements. Paul Biya, il y a 17 membres du gouvernement en prison avec un premier ministre, tous nommés sous sa discrétion. Et quand vous venez raconter, et là-bas on dit que c'est la corruption qui les y amène. Donc quand vous venez donc raconter à des investisseurs sérieux que vous allez tenir les manettes de la République et pour pouvoir sécuriser les investissements, c'est du mensonge. Professeur Aboya Indor Manassé, est-ce que son discours est excessif? Est-ce que ce n'est pas une mission de chambre qui montre suffisamment que le climat des affaires est très peu attractif au Cameroun pour l'investissement? Non, son discours est plutôt extrémiste. Il n'est pas radical parce qu'il y a une différence entre l'extrémisme et le radicalisme. Le radicalisme conduit à la violence, l'extrémisme conduit à l'intolérance. Je crois qu'il met dans un... Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, c'est mauvais. Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a mis dans un même panier la microéconomie et la macroéconomie. Je pense que sur le plan microéconomique, son analyse est au ras du sol et relaye quand même un certain nombre de réalités qui sont connues de tous. C'est vrai que ces aspects qu'il a cités ne sont pas mauvais en totalité, mais dans l'ensemble, ils sont mauvais. Sur le plan général, ils sont mauvais parce que les indicateurs qu'il a essayé de répertorier sont imparfaits au Cameroun, donc sont naturellement à réajuster de manière à donner une vision plus satisfaisante de notre paysage économique. Donc, notre climat des affaires
a souvent été justement décrié même par les investisseurs locaux. Et c'est pour cela que pour moi, la plus grande critique par rapport à cette délégation, c'est de n'avoir pas associé le maximum de créateurs de richesses locaux qui devaient témoigner justement de la crédibilité de notre environnement des affaires par rapport aux interlocuteurs français qui cherchent à venir ici. Donc, une réalité au ras du sol traduite par nos chefs d'entreprise aurait été d'un apport plus clair. Comme pour dire quoi? Comme pour dire qu'effectivement, des problèmes se posent. Mais sur le plan macroéconomique, effectivement, il y a de quoi séduire, il y a de quoi attirer les investisseurs étrangers pour venir s'installer ici. Sauf que justement, ce que nous reprochons aux Chinois, les entreprises françaises le font aussi. Les entreprises françaises ne sont pas les anges. La corruption, une grande partie de la corruption que nous faisons endosser à nos nationaux est due aussi du fait des entreprises françaises qui sont installées ici, qui s'accaparent des pans entiers de notre économie. Donc il ne faut pas l'ignorer. Les Français existent et ils occupent des secteurs clés dans notre pays. Aller les chercher devait être sous le couvert d'un certain nombre de réserves et les orienter vers les secteurs où ils ont une maîtrise incontestable de la technologie. Donc, à mon avis, et sur le plan microéconomique, c'est très mauvais, c'est désastreux, mais sur le plan macroéconomique, nous pouvons toujours nous vendre à l'extérieur. Non, je ne pense pas. C'est quand même une entreprise française qui a fait les routes de Bonaberry qui n'ont pas été réceptionnées, ont été détériorées avant d'être réceptionnées. Mais bon, là n'est pas... Vous mettez l'eau à mon moulin. C'est ça, je dis donc... non, pour dire ceci, il a dit quelque chose de très intéressant. La plupart des banques camerounaises sont des banques françaises et elles disent qu'elles sont sur liquide. La deuxième chose, le président du JICAM disait encore en décembre dernier que les patrons n'ont pas été associés dans l'élaboration de la loi de finances de cette année. L'ancien président du JICAM qui est parti l'année dernière avait dit la même chose en décembre 2011 pour la loi de finances 2012. Donc, voilà donc un chef de l'État qui voudrait appeler les investisseurs. Et M. Ouanko fait bien de le dire, l'essentiel, que la France est le premier partenaire économique du Cameroun. Ça veut donc dire que la France a, je veux dire, le patronat français, le patronat camerounais est fait de l'essentiel j'allais dire, ça a même été un débat au JICAM, des représentants des entreprises françaises, bien qu'ils soient camerounais. Donc, la France a un tableau de bord bien défini de ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire, donc, vous avez les créateurs de richesses, comme on aime de le dire dans ce milieu, dont on n'associe pas. On n'a pas besoin d'aller là-bas leur présenter. De leur présenter, dont on n'associe pas dans l'élaboration de la loi, la loi de finances dans notre pays. Voilà un certain nombre, voilà ce qu'on demande à Biya. Et de l'autre côté, on se rend compte que les Chinois ont des facilités au niveau de la loi, de la douane, de manière, je dirais, un peu exagérée. Peut-être est-ce ce que veulent les entreprises françaises, je n'en sais rien, mais je me rends compte que les deux lois, 2012 et 2013 qui commencent, le JICAM, qui est le patronat camerounais, qui est en majorité représenté par les entreprises françaises qui exercent chez nous, tire sur le gouvernement et dénonce le gouvernement de ne les avoir pas associés dans l'élaboration des politiques. Et il y a longtemps que le dialogue public-privé est interrompu. Samuel Bongo. Vous voulez encore parler? Bien sûr. Avant moi. Vous avez déjà trop parlé. Non. Allons-y, il y a même une loi qui a annoncé sur la pratique des affaires au Cameroun. Je suis vraiment très déçu par certaines interventions ici. La loi de finances, c'est la loi publique, de la gestion du trésor public. On n'a pas à associer le patronat. On associe le patronat. Il y a un forum secteur public, secteur privé, qui se tient au moins 2 fois par an au Cameroun. Ça n'a rien à voir. Les recommandations qui sont faites sont-elles suivies avec la loi des finances? La loi des finances, c'est autre chose. Parce qu'il faut bien qu'on restitue quand même les données de base. La loi des finances, c'est comment vont être gérées les finances publiques, l'argent du trésor, notre argent public, comment il sera géré, les mécanismes de gestion et le programme qui s'appuie sur le programme économique déterminé par le gouvernement. On adopte donc une loi de finances qui
s'appuie sur le programme économique. On n'a rien à voir. On a pour adopter la loi de finances, on n'a pas associé le patronat. Le patronat et le gouvernement ont d'autres centres de discussion, ont d'autres forums de discussion. Un forum d'ailleurs qui a été annoncé par le chef de l'État devant l'Élysée qui aura un business forum qui se tiendra à ce courant du mois de février. Quelqu'un parlait ici du programme Cela reste une annonce, du code comme d'investissement. beaucoup d'autres annonces. Non, je ne prends que ce cas-là. Le code est passé, il a dit que le code d'investissement il sera remodelé en fonction de là où nous allons. Parce que nous, on est là, on fait comme si le Cameroun n'est pas un pays qui avance. Nous, le président a dit aux Français, nous sommes en train d'engager des projets structurants. Attendez, laissez-moi parler. Rapidement. Oui, non, parce que je suis contre tout cela. Nous sommes en train d'engager... Non, le professeur, nous sommes en train d'engager des projets structurants qui feront du Cameroun un pays émergent. Si vous voulez, vous venez, si vous voulez, on continue avec ceux qui sont en train de réaliser des investissements. Et c'est dans ce cadre-là, quand vous avez, parce que quand quelqu'un parle, il faut parler des choses qu'on maîtrise. Il n'y a pas de favoritisme dans le code d'investissement. Tout dépend du projet que vous amenez. Et il y a des avantages que prévoit ce code d'investissement en fonction du type d'investissement que vous proposez faire. Et l'État peut vous accorder certains avantages ou certaines franchises au niveau de la douane. Notamment, les Chinois qui importent du matériel, que ce soit pour les barrages de Menvel et de Meking, du port en eau profonde. Ce matériel-là est détaxé, est exempt des droits de douane. Ce n'est pas un avantage pour les Chinois, c'est des équipements industriels qui arrivent au Cameroun. Voilà. C'est les mêmes avantages, s'il vous plaît, sont accordés à tout autre investisseur. À tous les investisseurs quand vous faites un investissement industriel. Maintenant, ça me va encore. Oui. Moi, je dirais pas plus de 50 ans, mais bientôt 100 ans de relations avec la France en 2018. Est-ce qu'il n'est pas loisible aujourd'hui? En 2018, il n'y avait pas d'État camerounais. Comprendre, oui, c'était pas un État. C'était nous étions protectorat allemand et nous étions sous mandat. Voilà. Français. Dans tous les cas, il y avait une relation entre le Cameroun et il y avait une association des Nations Unies qu'on a confiée à la France. Est-ce qu'il n'est pas recommandable aujourd'hui qu'on suscite de nouveaux partenariats économiques? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Une coopération gagnant-gagnant, parce que quand on voit l'exemple des pays, je voudrais terminer avant que vous ne repreniez la parole, s'il vous plaît. Quand on voit l'exemple des pays arabo-persiques, notamment le Qatar, qui peut acheter toute l'Europe aujourd'hui à partir de la rente pétrolière que lui retournent les États-Unis, alors que nous avons le même pétrole au Cameroun, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de susciter de nouveaux partenariats économiques? Non, bon, je crois que nous avons un cheminement qui est un cheminement d'équipement de notre pays. Pour que ce pays, il faut équiper le pays de routes, de deux certain d'infrastructures. Je prends le port de Kribi, je prends les barrages qui feront du Cameroun un pays où vous pouvez aller rapidement d'un coin à un autre. Quand il y aura beaucoup d'autres, quand il y aura le retour de Douala Yaoundé, il y aura des routes partout. Quand le port de Kribi sera fonctionnel, opérationnel, Kribi deviendra le port hub de toute la côte ouest de l'Afrique centrale. Et les dédouanements, la sortie de marchandises ou les exportations se feront beaucoup plus facilement. Quand les barrages et le tout électrique qu'on est en train de construire seront finis, le Cameroun donnera aux industriels qui vont s'installer au Cameroun des moyens d'avoir le moteur de l'industrie, c'est l'énergie. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas construire l'industrie. Donc on est en train de faire des fondements d'une économie qui feront du Cameroun un pays émergent. Et c'est à partir de ce temps-là, moi je vais vous dire, confidentiellement si je peux le dire, je vais vous dire, c'est le MEDEF qui a beaucoup insisté pour qu'il y ait cette réunion avec le chef de l'État. Parce qu'ils se sentent, ils sentent qu'ils sont en perte de vitesse sur le plan économique. Ils sont menacés par des chiffres. Non, ils sont en perte de vitesse sur certains domaines. C'est pour ça. Parce que tout ce que la litanie que les gens racontent là,
en faisant des fausses analyses économiques qui sont sans fondement. Mais le président Biya pouvait tout simplement envoyer tous ces ministres qui sont chargés des questions d'économie. Non, mais c'était nécessaire, même pas à un moment, mais c'est le premier VRP camerounais. C'est le premier VRP camerounais qui vend son pays. Mais le MEDEF était là-bas et le président François Hollande n'y était pas. Non, le plan français, beaucoup de présidents étrangers ont souvent des rencontres avec le MEDEF. C'est pas le premier. Patrick Sapak, oui, très rapidement. Non, mais je voudrais rapidement relever une incohérence. Vous avez posé la question. Après 100 ans, le Cameroun doit avoir atteint la maturité. Est-ce qu'il faut toujours avoir un système d'échange extérieur classique issu du pacte colonial? Non. Et il l'a dit au départ que le Cameroun était un pays indépendant. Et quand vous releviez que le Cameroun, en 2018, entretenait des relations, elle a dit que non, le Cameroun était encore sous protectorat et sous mandat. Et le 26 décembre 1959, Amadou Ahidjo a signé des accords qu'on appelait des accords de coopération. Et il faut rapidement que vous les parcouriez. Premier accord, la France devait déterminer nos choix politiques, économiques, sociaux et culturels. Deuxième accord, la France devait battre, c'est-à-dire fabriquer une monnaie qu'elle allait gérer, le franc CFA. Nous y sommes encore aujourd'hui. La France devait orienter la détermination de nos programmes scolaires à tous les niveaux. Ça veut dire qu'aucun élève de terminale, même à l'université, ne peut vous expliquer quelles sont les atrocités qui ont eu cours pendant la quête des indépendances. On ne vous parle pas de Oumyobé, on ne vous parle pas de Félix Moumié, on va vous parler de Leclerc, etc. Et puis, quatrième accord, la France devait disposer dans le trésor public français d'un portefeuille appelé compte des opérations de 65% de nos réserves. Ça veut dire que quand nous vendons en Belgique et que la Belgique peut payer la facture passe par la France qui nous renvoie 35% et qui retire 65%. Et ces 65% ne vont pas dans une banque, ça va dans le trésor public. Et vous savez que le trésor public a pour charge de financer les engagements de l'État. Donc, ça travaille pour la France. Alors, il y a eu l'accord sur les matières premières stratégiques. Ça veut dire que notre sous-sol appartenait effectivement à la France. Et que chaque fois, à la France. Non. À la France. Laissez-moi terminer. Non, c'est faux. Laissez-moi terminer. Non, c'est faux. Je termine, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas interférer. Donc, la France, notre sous-sol appartient à la France. Non. Et chaque fois qu'on va exploiter un minerai, nous nous adressons prioritairement à la France. Et si la France dit ça ne m'intéresse pas, ceci ne m'intéresse pas, on cherche un autre partenaire ou nous l'exploitons nous-mêmes. Vous comprenez? Et voici les accords qu'Amadou Ahidjo a signés avant de déclarer 5 jours plus tard, soit le 1er janvier 1960, que le Cameroun était libre et indépendant. Et en 61, je termine, en 61, parce qu'en ayant tué Oumyobé, Amadou Ahidjo et ses amis français avaient l'impression qu'ils en avaient terminé avec la rébellion. Et puis, finalement, il y a eu la résistance d'autres indépendantistes comme Félix Moumié, Wandié et les autres. C'est à ce moment qu'on sort une loi, et Amadou Ahidjo se trouve à signer un autre accord en novembre 61, c'était l'accord sur la défense. C'est l'assistance militaire. Ça veut dire que chaque fois que le président camerounais allait être débordé par une rébellion interne ou bien une agression externe, il va faire appel à l'aide militaire de la France. Et s'il n'est plus dans la capacité de le faire, soit par fax ou par téléphone, n'importe quoi, eh bien l'ambassadeur français au Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre de venir dire sur un plateau que le Cameroun est indépendant. Donc il faut repartir sur cette question. Parce qu'avant de réfléchir sur les litanies, les théories, les principes qui gouvernent le développement d'un pays, il faut déjà repartir sur le président Biya a appelé à l'investissement français davantage en disant que le Cameroun est le meilleur risque parce que la brèche de la stabilité est toujours brandie. Et je voudrais qu'on aborde la dernière marche de cette émission, la dernière escale de cette émission. Et sur cette stabilité, Marafa Hamidou-Yahya cette semaine, à travers la lettre qu'il publie dans le journal français Le Monde, ironise un peu en disant qu'elle n'est qu'une sorte d'équilibre de la peur réciproque entre le gouvernement et le peuple camerounais. Oui, moi je crois qu'il remet au goût du jour la problématique de la gouvernance, de la bonne gouvernance, qui est normalement le premier stabilisateur de la société. Donc le tableau sombre que vient de dresser M. Sapak rentre dans cette ligne. Partout où il y a eu des guerres, des rébellions au Sahel, à la Corne de l'Afrique, c'est justement ces grandes puissances qui arment les groupements frustrés à créer le désordre pour que les multinationales étrangères exploitent impunément les richesses du sous-sol. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention avec la bonne gouvernance, avec les problèmes de tribalisme, avec les problèmes d'exclusion du gâteau national dans la plupart des pays africains, parce que ce sont ces aspects-là
qui sont les facteurs de trouble. Et c'est pour cela que dans la lettre de monsieur, pas dans la lettre, dans la chronique qui lui est consacrée dans Le Monde, il relève les 3 moments qui ont perturbé la stabilité du Cameroun, notamment en 84, en 91 et puis en 2008. Pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai, le problème le plus important aujourd'hui, c'est un problème de bonne gouvernance, sans laquelle un décollage, fut-il à grand renfort de publicité, peut retomber dans les travers du quotidien et ne rien apporter de concret au Cameroun et ne pas consolider justement les 2 points de croissance qui sont visés par les différents efforts. Je pense que c'est ça la plus grande problématique, parce que chaque fois qu'un acte est mal ajusté, ça fait perdre les points de croissance. Donc les efforts engrangés sur le plan international ne peuvent pas avoir une prise réelle sur la croissance si les aspects les plus élémentaires mis bout en bout ne sont pas bien réajustés. Il dit également qu'il n'y a pas de coopération entre l'État et le peuple, que l'État reste indifférent aux desiderata de la population. Et vice-versa. Je vais reprendre l'un des... Je pense que c'est le messager qu'il a relevé il y a 2 semaines en interviewant un UPC, je ne sais plus lequel, en disant que les UPC disent qu'ils allaient réconcilier l'État et le peuple camerounais. Donc cette réconciliation-là, en réalité, c'est de ça que parle Marafa, ici dans cette chronique-là. Et je l'ai relevé tout à l'heure en parlant du statut du Cameroun que M. Sapak a relayé par d'autres choses. Et justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand François Fillon arrive ici un 20 mai 2009, ça ne dit rien à personne, on va vous chanter la coopération franco-camerounaise qui est en marche, ainsi de suite. Or, justement, ça traduit que les institutions étatiques ne mènent pas une politique pour l'épanouissement de ses citoyens. En doute, c'est ce que ça veut dire. Et Marafa l'a dit en quelque chose en disant, celui-là qui est à la tête de l'État, il n'a pas, on l'a expérimenté pendant 30 ans, il ne peut plus. Est-ce que vous comprenez tout de même l'opportunité de cette chronique? Tout à fait. Qui est servi au moment où le président Biya, c'est une contre-réponse que Marafa apporte à tout ce que le président de la République du Cameroun pourrait dire à l'opinion française. Alors, je salue d'ailleurs la nouvelle expression qui parmi nous a bien fait de relayer une extension sur cette lettre, justement pour dire, parce qu'il sait, Marafa, c'est un homme du sérail, il sait comment les choses se passent. Pour les Occidentaux ne financent pas et n'arment pas seulement les rébellions quand on veut se déstabiliser. Ils soutiennent aussi les dictateurs qui sont en place. Et là, Marafa sait bien comment ça se passe là-bas. Donc il leur dit, voilà un monsieur que vous allez accueillir, n'oubliez pas qu'il ne peut pas. Ce qu'il pouvait faire, il a fait. Ce qui reste à faire, il ne pourra plus jamais le faire. Et que Marafa dit clairement que lui, il peut. Oui, tout à fait. Et c'est ce que le quotidien, la nouvelle expression, a restitué. Tout à fait. Il restitue sans commentaire. Hein, oui, il restitue la lettre de Marafa. Tout à fait. Des passages qui ont été émasculés dans la publication. Tout à fait. Pour amener les lecteurs camerounais à apprécier, à avoir une bonne appréciation. Et là, je les salue encore une fois de plus, parce que là, les journalistes n'ont pas apporté leur point de vue. On donne l'information au public pour que l'opinion elle-même voit ce qu'il y a et décide. Samuel encore. Par rapport à quoi? Sur la question, la lettre de Marafa. Je ne l'ai pas lu. Monsieur Marafa est un détenu civil. Il a détourné 24 milliards en complicité avec Yves-Michel Fauté. Ils ont été condamnés. Il faut quand même qu'on soit respectueux de notre pays. Il faut qu'on respecte même les autres Camerounais. Ça veut dire que quand vous avez, s'il vous plaît, alors tout ce qu'on va dire, vous ne pouvez pas, après avoir être sorti du trou où vous étiez par le président Biya, le servir pendant 20 ans sans rien dire, parce qu'on vous reproche d'avoir ostensiblement détourné 24 milliards de francs pour acheter un avion que vous n'avez pas acheté. On a mis l'avion, on a mis l'argent, vous vous mettez à faire des leçons de bonne gouvernance alors que vous avez été incapable de le faire quand on vous a mis aux affaires. Alors moi, ce genre de commentaires, vraiment, il faut nous épargner de faire de la scolarité. Nous ne sommes pas là pour faire des commentaires. Voilà quelqu'un qui est condamné à 25 ans. Il faut d'abord qu'il sorte de sa prison
pour venir faire ce qu'il dit. Il est en prison pour 25 ans, sauf si la Cour suprême le libère. Mais pour le moment, on n'a ni l'argent, ni l'avion qu'on lui a demandé d'acheter avec son ami Yves-Michel Foto. Donc, vraiment, prendre ça en disant que et c'est à la France que Marafa pense que doit faire appel à la France. Voilà, tu appelles ça esprit néocolonial. C'est-à-dire que vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir s'il n'y a pas la France. Et c'est le même qui critique que le président Haïdjo a fait ceci. Ce que le président Haïdjo a fait en 60 n'est plus valable aujourd'hui. C'était, s'il vous plaît, c'était à l'indépendance, on a signé des conventions de coopération. Les accords de coopération qui régissent le Cameroun avec la France aujourd'hui n'ont aucune disposition où il est dit que le sous-sol camerounais appartient à la France. Il ne faut pas mentir. Quand les rentes publiques, s'il vous plaît. quand les rentes publiques, est arrivé, s'il vous plaît, ne venez pas raconter des mensonges. Non, c'est-à-dire que moi non plus, si vous me comparez avec des gens qui ne maîtrisent même pas les données de leur pays, et qui sont tout le temps en train d'insulter leur propre pays, où ils vivent tranquillement. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, c'est du mensonge. Les accords de coopération du Cameroun avec la France. Moi, j'ai travaillé dans le pétrole pendant longtemps. Et donc le sous-sol camerounais n'appartient pas à la France. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est le gouvernement, je dis, le sous-sol camerounais n'appartient pas à la France. Aucun accord de coopération ne le dit. Aucun. Voilà. Donc il ne faut pas venir raconter, vous ne pouvez pas être d'accord avec le président Paul Biya, avec le RDPC, avec les autres. Ça, c'est votre droit. Mais ne dites pas des choses qui sont contraires à la vérité. C'est-à-dire que vous insultez votre propre pays. Patrick Sabat. Oui, il faut dire que j'avais dit sur l'un de vos plateaux que Marafa, l'homme, ne m'intéressait pas. Mais ma responsabilité sociale en tant qu'acteur politique et assurément futur dirigeant de ce pays à l'avenir, c'est de questionner la pertinence de ce que M. Marafa a dit, parce que ce monsieur, de fait, a été la deuxième personnalité. J'ai dit de fait, la deuxième personnalité de ce pays. Si à peine s'il ne prenait pas tous les déjeuners, avec petit déjeuner, avec Paul Biya tous les matins, pour dessiner les orientations assassines du peuple. Aujourd'hui, ce qu'il dit, même si on ne doit pas avaler cela comme de la pilule, on ne doit pas non plus froisser ça et jeter dans la poubelle. Il faut questionner la pertinence de ce qu'il a dit. Et pour le cas de l'interview qu'il a donnée au quotidien Le Monde, au quotidien français Le Monde, il a fait une analyse diagnostique, il a fait une description exacte de la situation du Cameroun. Mais je suis surpris qu'il n'ait pas pu le faire pendant qu'il était aux affaires. Et donc, je disais tout à l'heure, le Cameroun n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Il ne faut pas, je dis en entrant sur ce plateau que je n'étais pas opposant, j'étais résistant. Parce que les opposants sont ceux qui demandent à la France de chasser Paul Biya et pour mieux servir la France. Le Cameroun est un pays qui doit exprimer à tous les niveaux sa souveraineté. Et donc, nous allons défendre la souveraineté du Cameroun. Et pour la société de confiance dont Marafa parle, il va rester ici, c'est bien qu'il soit déjà en prison. Parce que M. Paul Biya, qui était au centre de la décision de tout ce que M. Wonko était en train de citer tout à l'heure, c'est-à-dire l'achat du bébé jet et patati patata, c'est M. Paul Biya qui était au centre de la décision. Ce qui fait que tout le monde va devoir rendre compte. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on va passer 30 ans à la tête d'un État et qu'on va prendre ses clics et ses claques, aller se reposer en Suisse ou je ne sais où. Les frontières vont être fermées. Nous allons tous rester ici. Ça va se régler ici sur place. Et on ne va pas laisser le temps. Moi, je prends ça comme une menace. Voilà, non, ce n'est pas une menace. Je suis en train de dire exactement ce qui va se passer. Sur l'opportunité de cette sortie. Oui, en réalité, M. Marafa se positionne et s'est positionné depuis quelque temps comme le challenger numéro 1, le contradicteur numéro 1 du président de la République. Je crois qu'il a saisi tout simplement l'occasion de sa visite en France pour une fois exprimer des options susceptibles de contredire sa posture offensive auprès des milieux d'affaires français. Et quand on sait que toutes les audiences, le président les a déroulées avec le monde des affaires, qui est la plupart du temps de droite. Et quand on voit même que l'entourage de la droite était celui qui s'est mobilisé le plus au niveau des audiences, on peut comprendre pourquoi il a choisi le monde qui est quasiment de gauche pour balancer sa chronique comme une sorte de contradiction à son offensive au niveau de la France. Et je suis d'accord avec M. Samuel Ouanko par rapport à
à l'appartenance du sous-sol. Ça, c'est les accords qui dataient d'avant les indépendances. Qui sont caducs. Voilà, après l'accession à la souveraineté, tous ces aspects-là ont été revus complètement à la baisse de fond. Voilà. Revu ou annulé? Enlever une virgule. Le professeur avait dit revu ou dit annulé. Je dis annulé. Je prends pour exemple le GDF qui a sollicité justement une perspective Pour le gaz. pour le gaz. Voilà. Ça veut dire que ils n'ont plus une maîtrise de Ils sont la en gestion, compétition de la gestion. avec les Chinois. Voilà. Donc c'était pour faire une petite nuance, c'est-à-dire que M. Sapara a bien fait de l'évoquer, mais je crois que ces aspects-là ont été, ça a évolué, ça ne peut plus être la même chose. Exactement la même chose. Mais c'est pas loin de la chose initiale. Non, c'est faux. Je reviens sur le cas Marafa. Nous sommes en train de refermer, oui. Tout à fait, allons-y. le cas Marafa, très rapidement. Quand on le condamne, quand le tribunal prononce sa condamnation, que dit Marafa? Il dit, je suis déçu, mais pas vaincu. Ça veut dire qu'il continue son combat. Et l'autre opportunité, il dit dans sa lettre que tout ce qu'il dit est nécessaire et réalisable. Je mettrai toute mon énergie à servir l'avènement d'une société de Tout à confiance. fait. Étant en prison. On ne sait jamais. Justement, le même la même justice. Pour le moment, il est en prison. La même justice a condamné Ernest Wandje. On l'a fusillé pour rébellion. Quelque temps après, on dit qu'il est héros. On dit qu'il est héros national. Donc on ne sait pas. Mais je vais terminer en disant, j'ai bien envie de dire que ces accords sont caducs. Qu'est-ce qui amène la France à les faire signer à Idjo 6 jours seulement avant l'avènement de l'indépendance, sachant que dans moins d'une semaine, ce sera caduc. J'explique pourquoi. Nous sommes... Nous sommes arrivés pratiquement quasiment au thème. Je finis avec vous. Est-ce que vous savez que ça pourrait même faire polémique dans la presse dès lundi prochain que le président français François Hollande a quitté le pays en laissant son hôte avant que le président Ils avaient déjà fini. Ils avaient fini leur entretien. Voilà. Ils avaient fini leur entretien. Il n'était pas venu en visite d'État. Il était venu en visite de travail. Et il continuait à recevoir certains hommes d'affaires à privé. Merci. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de cette autre livraison de droits de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. Restez connectés sur les programmes de la chaîne. Je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.